Bonjour à tous. Merci. Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, Oui, très bien. Bon, merci beaucoup d'être venus si nombreux à cette troisième séance de notre séminaire sur l'histoire de la littérature russe, 18e, 20e siècle. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre collègue Nicolas Aude, que tout le monde connaît déjà, parce qu'il est très actif. Nicolas est docteur en littérature comparée de l'Université de Nanterre. Il est l'auteur d'une thèse primée et plusieurs fois primée sur la scénographie de la confession dans le roman du XIXe siècle. Et évidemment, une part importante de sa thèse porte sur Dostoïevski. Nicolas est normalien et agrégé. Il est actuellement professeur de lettres dans le secondaire. Il est membre du Krujok sur le 19e siècle, sur la littérature russe du 19e siècle, qui s'est monté autour de notre collègue de l'INALCO, Catherine Géry, dans le cadre du GDR et auquel participe notre collègue Laetitia Descours et puis notre collègue de Strasbourg, Victoire Feuillebois. Et Nicolas donc, a réalisé toutes sortes de choses et notamment il a co-organisé au début de l'année une journée d'études sur l'imaginaire des sociétés secrètes. Et il travaille donc également sur le hasard qui va faire l'objet de son exposé aujourd'hui. Donc, Nicolas, merci d'avoir accepté de participer à notre séminaire. Et donc, je vous cède la parole. Vous avez une heure, à peu près 45 minutes, une heure à votre convenance. Après quoi, nous laisserons du temps pour les questions et réponses. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, Rodolphe. Vous m'entendez bien? oui. Alors, bon, je ne sais pas si je vais atteindre les 45 minutes. J'avais prévu une bonne demi-heure, mais pour une fois, Pas de je ne me problème. presserai pas comme je le fais d'habitude. Merci beaucoup à vous, Rodolphe Baudin, et à Lubbe Jorgensen de m'avoir proposé de participer. Et je dois dire que je regrette infiniment de devoir manquer toutes les autres séances du séminaire. Mais malheureusement, donc, bon, mon emploi du temps dans le secondaire ne me permet pas d'assister aux séances comme je le souhaiterais. Je vais vous présenter des travaux en cours que j'ai débutés, à vrai dire, cet été, sous les auspices d'un projet ANR initié il y a 2 ans par des chercheurs comparatistes de l'Université d'Amiens. Ce projet s'intitule Aléa, représenter la contingence en Europe du XVIe au XXIe siècle. Et il a pour ambition de préparer un volume collectif sur les représentations littéraires du hasard. Donc, j'ai moi-même travaillé 3 ans comme ATER à l'Université de Lille, et c'est à cette occasion que mes collègues de l'Université de Lille m'ont demandé de participer à la rédaction du chapitre de ce volume portant sur le 19e siècle en apportant en fait un éclairage russe sur cette question qui m'était a priori assez étrangère, mais que j'ai réussi à relier au fil de mes travaux. Alors, je vais tenter le partage d'écran en vous montrant un PDF extrêmement sommaire, mais je m'en excuse. Alors, c'est simplement pour vous montrer les citations que je vais utiliser. Donc, je partirai aujourd'hui d'une citation du prince Tchaïkovski dans son adaptation scénique de la Dame de pique de Pouchkine, montée sur la scène du théâtre Alexandrinsky à Pétersbourg en 1836. Хризомания или страсть к деньгам, dans une traduction de travail que j'ai faite. Alors c'est comme ça, c'est le hasard, mais qu'est-ce que cela prouve et que signifie le hasard? Moi qui suis un homme éclairé, un Européen du 19e siècle, je ne crois pas au fatalisme, je ne crois pas à la théologie, je ne crois en rien. Mais tout de même, je ne puis renoncer à l'idée qu'il existe quelque chose d'incompréhensible pour l'homme, mettons dans la nature, quelque chose cependant qui ne se laisse pas embrasser ni par les sens, ni par un quelconque effort intellectuel.
Donc, cette comédie, Chrysomanie ou la passion de l'argent, a beau avoir changé le nom du héros de Pouchkine, Hermann y est devenu un certain Karl Irmus, le conflit de l'intrigue reste le même. Sa Majesté le hasard s'apprête, Его сиятельство случай, s'apprête une fois de plus à venir bouleverser les calculs produits par la rationalité humaine en introduisant du désordre et de l'imprévu dans le jeu de cartes bien sûr, mais aussi dans un jeu plus global, je dirais dans le jeu socio-économique de la Russie pétersbourgeoise des années 1830. Donc à partir de cette citation, il me semble avoir repéré une antinomie qui traverse l'histoire de la littérature russe tout au long du 19e siècle, mais pas seulement de la littérature russe, entre une antinomie donc entre déterminisme et liberté, entre fatalisme et scepticisme, entre providentialisme d'un côté et mouvement aléatoire de l'histoire de l'autre. Il me semble qu'on découvre au sein de cette littérature nationale une certaine anxiété de l'identité russe bien sûr, bien connue des historiens de la Russie et de la pensée russe. Cette anxiété qui découle du rapport problématique qu'entretient l'Empire aux différents mouvements de la modernité occidentale, elle concerne aussi, je vais essayer de le montrer aujourd'hui, les pensées du hasard. Donc, en m'intéressant au hasard, à ses différentes personnifications et à ses interprétations contradictoires, nous allons voir aujourd'hui comment les représentants de la littérature russe dite classique questionnent aussi la pertinence de la nation comme cadre épistémique, comme cadre de compréhension de la causalité. C'est dans ce cadre que les penseurs russes du 19e tentent de donner un sens au principe de la causalité historique. En m'appuyant sur les travaux bien connus de Yuri Lotman, je m'intéresserai tout d'abord aux pratiques ludiques aléatoires représentées dans la fiction. Et cette étude essentiellement thématique débouchera ensuite sur une mise en perspective philosophique. En suivant les méditations qu'elle a pu consacrer au hasard, je voudrais en fait montrer rapidement, et c'est vraiment un travail, une mise en place de mon travail, hein, quelque chose d'assez synthétique que je vais présenter aujourd'hui. Donc je voudrais voir comment la pensée russe s'affirme au XIXe siècle comme une philosophie de l'histoire, on le sait, inquiète toujours des destinées de la nation à travers la marche confuse des événements historiques. Donc, comme l'a montré le théoricien de l'école de Tartu dans un article du début des années 70 qui a fait date sur les représentations du jeu de cartes dans la littérature romantique, une véritable passion des jeux de hasard s'est emparée des élites nobiliaires en Russie à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les cartes à jouer ont alors commencé à acquérir des attributs métaphoriques universels, devenant ainsi, je cite le texte de Lotman dans la traduction de Natalia Leclerc, devenant ainsi le point originel de concrétion d'un mythe propre à une époque. Donc, dans son drame Le bal masqué, composé aux alentours de 1835, Mikhail Lermontov insiste sur cette fonction modélisante du jeu de cartes. Je cite la traduction d'André Markovitch, c'est la citation 2. Or donc, ce que je crois, c'est que malgré Voltaire et le savant Descartes, le monde n'est pour moi qu'un jeu de cartes, la vie, la banque, le banquier, le sort. Je joue, et les règles du jeu me servent pour mes frères. Les cartes font alors concurrence à des métaphores topiques plus traditionnelles, comme le livre du monde ou la scène de la vie, qui remontent à l'Antiquité, bien sûr, mais qui se sont imposées plutôt en Europe à la Renaissance et durant l'âge baroque. En Russie, il existe depuis le XVIIIe siècle une distinction juridique entre les jeux dits commerciaux, коммерческие игры, fondés sur le calcul et la stratégie, et les jeux de hasard, азартные игры, qui sont jugés plus immoraux. Alors que les pratiques du premier type sont souvent assimilées à des combats intellectuels entre deux ou plusieurs personnes, les seconds confrontent le joueur à la versatilité de la fortune elle-même,
Ainsi, pour Yuri Lotman, cette caractéristique désigne le jeu de hasard comme, je cite, « le modèle de la lutte de l'homme avec les facteurs inconnus ». Donc, le héros de la Dame de pique d'Alexandre Pouchkine en est vraiment l'exemple le plus éloquent, et je dirais qu'il en fournit le principal paradigme mythologique. Au début du texte de Pouchkine, je rappelle que les 3/4 d'Hermann sont l'économie, la modération et le travail. La tragédie du personnage ne consiste pas, je le rappelle, dans le fait de ne pas pouvoir échapper à son destin, elle réside plutôt dans celui de ne pas parvenir à maîtriser le hasard. Contrairement à son double dramatique, Karl Irmus, dans la pièce du prince Tchaïkovski, qui ambitionne de déduire, je cite, mathématiquement tous les résultats du jeu de Pharaon en s'appuyant sur la fameuse théorie des jeux et sur les probabilités mathématiques. Ce ne sont pas les mathématiques qui font envisager à Hermann la réussite de son projet, mais la possession d'un secret kabbalistique. Ces deux stratégies ont néanmoins un même but, celui, je cite à nouveau la belle formule de Yuri Lotman, de chasser le hasard de son propre royaume. Lotman, qui souligne par ailleurs l'importance du lexique, de l'immobilité et de la pétrification dans la Dame de pique, dès lors, dans son article de 1971, je crois, un paradoxe se dessine. Dans une société pétersbourgeoise figée par l'étiquette et par le poids des conventions, les forces chaotiques du hasard ont une action positive, une action de désautomatisation. C'est sa formule. Elles remettent la vie en mouvement. Même si le dieu du hasard ne se montre pas toujours bienveillant, c'est lui, selon le poète, hein, dans une ébauche, qui préside au progrès et à la sérendipité des entreprises humaines. Je cite ces vers, « Oh, que de merveilleuses découvertes nous réserve un esprit », c'est la citation 3, « que de merveilleuses découvertes nous réservent un esprit éclairé, l'expérience née d'erreurs cuisantes, le génie ami des paradoxes et le hasard, Dieu inventeur ». C'est cette formule que j'ai mis en exergue de ma communication aujourd'hui. Pour Pouchkine, une causalité occulte préside donc à la marche du monde. C'est elle qui empêche la stagnation des sociétés, comme la société pétersbourgeoise du règne de Nicolas Ier, mais aussi la stagnation des individus. Fyodor Dostoïevski, on le sait, a repris les éléments du mythe pouchkinien. Chez lui, l'action du hasard relève fondamentalement du mystère, partant du domaine de la foi. Et là, je ne fais encore que reprendre les analyses de Lotman. À Rouletenbourg, le narrateur du joueur, Alexei Ivanovitch, choisit d'opposer explicitement, souvenez-vous, les manières russes et allemandes de faire de l'argent, tandis que, je cite la traduction de Markovitch, le catéchisme des vertus et des valeurs de l'homme occidental contient historiquement et comme un point déterminant ou presque son aptitude à amasser du capital, fin de la citation, l'esprit russe se singularise par sa formidable capacité à s'enrichir pour dilapider aussitôt son argent. Après les réformes libérales de la fin des années 1850, ce trait national se manifeste par un climat de fièvre spéculative. Je rappelle que c'est dans ce moment, bien sûr, hein, que Dostoïevski a écrit ses plus grands romans, dont Le Joueur, hein, qui date de 1866. Donc, ce climat de fièvre spéculative lié aux réformes libérales de la fin des années 50 assimile l'économie du pays tout entier, bouleversée par sa sortie du féodalisme, à un gigantesque casino. Et je reprends ici les analyses d'un livre récent de notre collègue italien Guido Carpi, dans son livre Dostoïevski Economist. Donc, cette manie du risque que Dostoïevski identifie à un trait national, elle s'incarne dans la figure, vous vous en souvenez, de la grand-mère qui frustre ses descendants d'un gigantesque héritage en le perdant entièrement à la roulette en l'espace de 24 heures. Malgré ce chaos, le hasard scandaleux présente chez Dostoïevski toujours des affinités avec le miracle.
Le gain d'argent s'inscrit dans un temps eschatologique qui ouvre la durée quotidienne, répétitive, automatique, comme chez Pouchkine, sur la perspective d'une grâce, voire d'une résurrection. Pour atteindre ce substitut terrestre du salut, le joueur doit entrer en communion avec la force irrationnelle qui préside aux destinées humaines. Il ne se laisse pas dominer par les lubies du hasard, dans la traduction de Markovitch, Svojendrave Sluch, mais il acceptera plutôt le duel auquel semble l'inviter la fortune. Pour Natalia Leclerc, dans de nombreux articles, Natalia Leclerc, qui a soutenu en Sorbonne il y a quelques années, sous la direction de Jean-Louis Bacchès, une thèse sur les représentations littéraires et notamment romantiques du jeu. Donc pour elle, l'instant décisif de la roulette désigne le moment critique par excellence. Je la cite, « La recherche des limites par la prise de risque fait de ce mode de jeu une crise en soi. Le risque est une quête de légitimité, une volonté de s'affronter à un verdict absolu, une épreuve ordalique. » Je trouve importante cette idée d'ordalie, de jugement de Dieu. L'idée de mise à l'épreuve de soi, de jugement ordalique, s'incarne dans une pratique ludique extrême, la roulette russe. Alors la roulette russe, le phénomène lexical est en soi très intéressant. Ce cliché lexicalisé en français associe bien la radicalité d'un procédé ludique aléatoire à un trait de caractère national. Elle est employée pour la première fois en anglais, dixit les lexicologues, elle est employée pour la première fois en anglais au milieu des années 1930 et elle s'est diffusée dans plusieurs langues indo-européennes et non indo-européennes. Et c'est une expression qui est bien sûr formée par métaphore. La roulette, ici, ne désigne plus le cylindre d'une table de jeu, mais le barillet tournant d'un pistolet. Et je salue ici les adeptes de l'histoire littéraire par les objets. Dans ce jeu de la roulette russe, tel que l'expérimente par exemple le personnage du lieutenant Vulich dans le dernier chapitre d'un héros de notre temps, la prise de risque confine à une tentative de suicide. Donc je cite un passage là aussi très connu du Fataliste, le dernier chapitre de Un héros de notre temps, dans la traduction de la Pléiade. « Messieurs, dit Vulich en appuyant le canon du pistolet sur sa tempe, je vous prie de rester à vos places. » Tous demeurèrent figés. « Monsieur Pechorin, continua-t-il, prenez une carte et jetez-la en l'air. » Je pris sur la table l'as de cœur, je m'en souviens encore, et je le jetai en l'air. Nous retînmes notre souffle. Tous les regards chargés de terreur et d'une sorte de curiosité irritante allaient du pistolet à cet as fatal qui tombait lentement en tournoyant dans l'air. À l'instant même où il toucha la table, Vulich pressa la détente, le coup ne partit pas. Contrairement en fait à la procédure de la roulette russe, telle qu'elle s'est, je dirais presque ritualisée dans la deuxième moitié du 19e siècle, le lieutenant Vulich ici ne fait pas tourner le barillet de son pistolet. D'ailleurs, je crois que le pistolet à barillet n'a pas encore été inventé. Il se contente de tirer une première fois sans savoir si l'arme qu'il vient de décrocher du mur est chargée ou non. Dans le Fataliste, tout part, rappelons-le, d'une discussion entre plusieurs jeunes officiers engagés sur le front caucasien. Les compagnons du narrateur ne se contentent pas de débattre de la prédestination, prédiligne. L'un d'entre eux choisit même de prendre à témoin ses camarades et de mettre toutes ces métaphysiques théories à l'épreuve du réel. Le lieutenant Vulich n'est pas un officier russe, rappelons-le, il est serbe. Son fatalisme s'explique en partie par ses origines ottomanes, alors même que la conversation des officiers russes porte sur, je cite, la croyance musulmane selon laquelle le destin serait inscrit dans les cieux. Derrière le thème de la prédestination, on a souvent voulu reconnaître une allusion à la doctrine de l'islam, et plus particulièrement à l'interprétation classique du décret Al-Qada wa Al-Qadar, qui impute à la volonté de Dieu dans l'islam l'ensemble des événements de l'histoire humaine. Si Vulich échappe une première fois à la mort, c'est pour tomber aussitôt sous le sabre d'un cosaque ivre croisé sur son chemin. Chez Lermontov,
donc, le hasard se présente moins sous la forme d'un jeu dangereux, même si c'est celui dans lequel il apparaît de prime abord, que sous celui d'une mauvaise rencontre. Le concours de circonstances oblige Pechorin à réexaminer ses croyances. C'est la citation 5. Après tout cela, comment ne pas devenir fataliste, mais qui peut être certain d'être convaincu définitivement de quoi que ce soit? J'aime à douter de tout, et cette tendance n'empêche nullement la fermeté de mon caractère. Au contraire, en ce qui me concerne, je vais toujours plus résolument de l'avant que je ne sais pas ce qui m'attend. Donc je m'arrête ici. Le scepticisme de Pechorin, qui est aussi le scepticisme de Voltaire et Descartes, bute à cet endroit contre le surgissement d'un imprévu à laquelle les musulmans s'empressent de donner les contours d'un destin. Face donc au fatalisme oriental, le héros russe, a priori sceptique, choisit de ne pas choisir, de ne pas trancher l'antinomie et de ne jamais penser réellement à ce qui s'attend. Et on retrouve ici hein, ce fondement de la construction du héros lermontovien, cette puissance, cette énergie active qui le définit. L'épigraphe de la Dame de Pique opposait une intention hostile à l'insignifiance du hasard. Cette épigraphe, c'était Dame de Pique. Dame de Pique signifie malveillance secrète. Пиковая дама означает недоброжелательность. Le cartomancier moderne. Lorsqu'il cite ce manuel de divination non identifié, Pouchkine nous rappelle qu'une interprétation intentionnaliste des faits tend toujours finalement à supprimer le hasard, à remettre en cause son existence. Au sein de la culture, les cartes revêtent effectivement une double fonction que j'ai récemment eu l'occasion d'explorer lors d'une séance de séminaire de notre Krужок 19e. Les cartes ne servent pas uniquement à l'enrichissement du joueur ou à la mise à l'épreuve de soi. La mantique, la divination, leur confère aussi une fonction cognitive fondée sur des pratiques de déchiffrement symbolique. L'intérêt du romantisme russe pour l'imaginaire divinatoire ne s'arrête pas à la seule cartomancie. D'autres pratiques issues des tréfonds de la culture populaire viennent interpeller les auteurs romantiques. J'ai eu donc il y a quelques semaines l'occasion de développer un peu cette partie de ma réflexion. Donc je pense en particulier aux divinations du Nouvel An, telles qu'on les trouve représentées dans la ballade bien connue de Joukovski Svietlan, mais aussi donc, dans la reprise intertextuelle que constitue le chapitre 5 d'Eugène Onegin, ou encore dans un texte qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui fait aussi partie donc, du genre des Svietochne Raskaz, un texte d'Alexandre Bestoujev-Marlinski de 1831 qui s'intitule Strachne Gadagne. Alors, j'en cite un bref passage, c'est là aussi donc, une traduction de travail que je propose. Les divinations du Nouvel An suivaient leur cours habituel. Lâché dans un cercle autour duquel venaient d'être disposés des petits tas d'avoine et d'orge où on avait enterré des anneaux, le coq, qui daignait picorer dans l'un des tas, annonçait un mariage imminent pour le devin ou la devineresse. Après avoir recouvert avec un plat un bol dans lequel reposaient des morceaux de charbon mélangés à du pain, dont je n'ai pas pu percer la signification, mais aussi les bagues et les anneaux appartenant aux jeunes filles, tout le monde se mit à entonner les chants traditionnels, Podbludne Pisne, qui accompagnent cette loterie du destin et ses verdicts. Donc, ces reliquats de paganisme bien étudiés par les folkloristes laissent entrevoir un dernier visage du dieu hasard en Russie. On voit ici que Alexandre Bestoujev délaisse le thème cher à Lermontov de l'hésitation entre Orient et Occident. Son regard ethnographique ramène l'antinomie au sein d'une même communauté nationale, la Russie, qui doit faire face à un même ethnos. Hein. La Russie qui fait face au fossé séparant la noblesse occidentalisée sceptique et le peuple paysan jugé irréductiblement fataliste, irrationnel et superstitieux.
rationaliste et superstitieux. Néanmoins, dans la mesure où ces pratiques de divination tendent à lisser la prédiction, elles participent de ce que j'appellerais un mouvement de personnification de la causalité que nous pouvons retrouver finalement à différents niveaux de la culture. Je reviens à une perspective plus sémioticienne, et notamment au sein de la réflexion philosophique du XIXe siècle. J'en viens donc au deuxième temps de ma communication. Donc, en Russie, la fonctionnalisation de la noblesse et la puissante hiérarchie bureaucratique introduite par Pierre le Grand ont été contrebalancées durant des décennies par l'ascension aléatoire des favoris du souverain. Ça, c'est un fait que le favoritisme, c'est un fait que souligne Notman dans son article. Et finalement, donc, ce fonctionnement oligarchique du pouvoir russe explique pour Lotman en partie l'importance accordée au thème des caprices de la fortune dans la société, dans la culture de cour du XVIIIe siècle. Or, au siècle suivant, le rôle du hasard dans les processus socio-historiques devient un objet de réflexion philosophique à part entière à mesure que la pensée russe s'émancipe de son héritage théologique pour acquérir les dimensions d'une véritable philosophie de l'histoire. Et là, je reprends la lecture classique de Basil Zenkovsky, qui affirme dans son grand livre sur l'histoire de la pensée russe est entièrement historiosophique. Sa préoccupation constante est celle du sens de la fin de l'histoire. Donc, je vais évoquer des choses très, très banales et des choses, j'espère, qui le seront un peu moins. Dans la première de ses lettres philosophiques, publiée en 1836, Tchadaïev formule l'idée d'une vie nationale russe soumise à la contingence, au règne de la contingence, de l'insignifiant, du hasard, si ce n'est de l'absurde. Donc j'ai repris ici une citation bien connue de vous tous sans doute, que je n'ai donc pas eu besoin de traduire. Regardez autour de vous, tout le monde n'a-t-il pas un pied en l'air? On dirait tout le monde en voyage, point de sphère d'existence déterminée pour personne, point de bonnes habitudes pour rien, point de règles pour aucune chose, point même de foyer domestique, rien qui attache, rien qui éveille vos sympathies, vos affections, rien qui dure, rien qui reste, tout s'en va, tout s'écoule sans laisser de traces, ni au dehors ni en vous. Dans nos maisons, nous avons l'air de camper, dans nos familles, nous avons l'air d'étrangers, dans nos villes, nous avons l'air de nomades, plus nomades que ceux qui pèsent dans nos steppes, car ils sont plus attachés à leur désert que nous à nos cités. Donc, on sait qu'interdit de publication, Tchadaïev ne pourra pas diffuser, comme il le souhaitait, les autres lettres censées composer son ouvrage. Or, celle-ci devait pourtant rendre justice au destin de la Russie en tant que nation, qu'un providentialisme historique radical semblait tout d'abord vouloir exclure du progrès de l'esprit humain. Je cite à nouveau une citation célèbre. « Suspendant à notre égard son action bienfaisante sur l'esprit des hommes, elle, c'est-à-dire la Providence, nous a livrés tout à fait à nous-mêmes. Elle n'a voulu en rien se mêler de nous, elle n'a voulu rien nous apprendre. » Les considérations de Tchadaïev dans cette lettre s'appliquent aussi à la psychologie collective de la nation. Et Tchadaïev note à un moment que si les Russes ont l'air si indifférents, je cite, au hasard de la vie, c'est parce qu'ils souffrent, selon le philosophe, d'un manque du sentiment de la durée permanente. À la même époque, plusieurs écrivains romantiques, à commencer par Lermontov et Pouchkine, ont ressenti fortement l'influence de la nouvelle historiographie française, et notamment des tenants de ce qu'on a appelé l'histoire fataliste. Donc ces tenants, c'est Guizot, Mignet et, dans une moindre mesure, Adolphe Thiers. Tenants de l'histoire fataliste, historiens fatalistes qui empruntent aux sciences naturelles le postulat du déterminisme pour restaurer in fine, sous de nouveaux noms, l'idée d'un ordre providentiel des événements. Donc là encore, c'est Pouchkine qui s'oppose à ce déterminisme historique intégral dans ses notes manuscrites assez célèbres, consacrées au second tome de l'histoire du peuple russe de Nikolai Kolev. « Ne dites pas « il n'aurait pas pu en être autrement », c'est ma citation 8. Si c'était vrai, alors l'historien serait un astronome et les événements de la vie de l'humanité seraient annoncés dans les calendriers, dans les éclipses solaires, comme les éclipses solaires.
Mais providence n'est pas algèbre. L'esprit humain, selon une expression populaire, n'est pas prophète, mais devineur. Il voit le cours global des choses et peut en déduire des hypothèses profondes, souvent justifiées par le temps. Mais il lui est impossible de prévoir le hasard, cet instrument puissant, instantané, de la providence. Pouchkine se moque ici de la figure de l'historien prophète, consacrée en son temps par Friedrich Schlegel. Pour lui, la contingence se joue des ambitions prédictives de la connaissance historique, celle-ci étant incapable de dégager des lois analogues à celles qui régissent les phénomènes de la nature. Cet apparent désordre fait du hasard un mystère qui, paradoxalement, et donc on l'a vu dans la fiction, rend aux hommes la liberté de leur propre devenir. En fait, toute une tradition philosophique libérale me paraît insister en Russie sur le rôle de l'individu et sur sa volonté libre comme moteur de l'histoire en lien avec le hasard. Donc on a coutume de relier la rupture philosophique survenue au sein des idées de Herzen au semi-échec des révolutions nationales européennes de 1848. Ce grand admirateur de la raison scientifique et disciple russe d'Hegel ne se départira jamais d'un pessimisme qu'il double d'un scepticisme profond qui remet en cause la marche de la raison dans l'histoire. Bien qu'ils insistent sur, je cite, le pouvoir offensant du hasard, ses écrits des années 1850 affirment également la puissance des individus qui lui apparaissent comme les véritables acteurs du processus historique. J'ai retenu ici une citation de Stavro Beriga. Je n'aime pas dire la bonne aventure, l'avenir n'existe pas, il est formé par la combinaison de 1000 conditions nécessaires et contingentes et par la volonté humaine qui ajoute des dénouements et des coups de théâtre inattendus. L'histoire improvise, elle se répète rarement, elle profite de toute éventualité fortuite. Elle frappe à la fois à 1000 portes, et qui sait d'avance lesquelles s'ouvriront. Il me semble que la date qui interroge néanmoins le plus les spectateurs de la marche improvisée de l'histoire au XIXe siècle, cette date reste 1812, dans la mesure où l'échec de la campagne napoléonienne de Russie a coïncidé avec la mise au premier plan de la Russie sur la grande scène de l'histoire mondiale. Donc, à nouveau, il y a une référence obligée que je vais convoquer ici. C'est Tolstoï qui consacre à 1812 un des plus grands romans historiques du XIXe siècle. Dans Guerre et Paix, on le sait, le récit des pérégrinations de chaque personnage ne se départ jamais d'un projet d'explicitation philosophique du sens global de l'histoire, et en ce sens, Léon Tolstoï illustre vraiment la dimension historiosophique de la philosophie, de la pensée russe. Ces longs exposés historiosophiques de Tolstoï sont souvent jugés fastidieux par ses lecteurs, et ils éclairent néanmoins les enjeux d'un roman qui s'attache à développer une critique systématique de l'agentivité historique individuelle. Tolstoï montre comment la causalité des faits historiques se dérobe sans cesse à l'entendement de ses agents. En apparence, les événements résultent, je cite, du concours de 100 millions d'éventualités diverses, et ce sont ces hasards qui déterminent l'issue des batailles, tandis que les intentions des individus, en particulier celles des grands hommes, n'ont que peu d'efficience sur le cours de l'histoire. Donc, je vais reprendre ici une citation d'un des derniers chapitres. Il me semble que je l'ai peut-être oublié dans mon exemplaire sommaire, mais ça va me permettre en fait de développer ensuite le débat que Nikolai Kareev a eu avec cette conception fataliste. Donc, je cite Tolstoï. Les faits prouvent avec évidence que Napoléon ne prévoyait pas les dangers que présentait la marche sur Moscou et que de leur côté, Alexandre et ses généraux ne songeaient pas à attirer Napoléon, mais voulaient au contraire arrêter son offensive. Napoléon n'a pas été attiré au fond du pays conformément à un plan. Personne ne croyait que la chose fût possible, mais par suite d'un jeu des plus compliqués, d'intrigues, de projets, de désirs, des hommes engagés dans la guerre, qui ne se doutaient pas de ce qui allait arriver et quelle était l'unique chance de salut de la Russie,
Tout s'est produit fortuitement, Nietzschean. L'histoire échappe donc au calcul et à la planification des grands hommes. Fidèle au projet épistémologique du roman historique tel qu'il a été défini par Walter Scott au début du 19e, le récit tolstoïen permet au contraire de mettre en lumière l'action d'une multitude d'acteurs privés en entrecroisant, on le sait, de l'innarrative, la chronique familiale et l'épopée collective. Pour lui, derrière la contradiction des arbitraires individuels, une force historique supérieure, d'ordre providentiel et mystique, met en branle les événements. C'est elle qui fait finalement advenir les masses nationales comme actrices principales de l'histoire. Alors, dans son maître essai de 1953, The Hedgehog and the Fox, le philosophe anglais d'origine lettonne Isaiah Berlin revient sur les enjeux d'un débat, à mon avis, très intéressant qui oppose les conceptions de l'histoire de Tolstoï à celles du grand historien libéral russe de la fin du 19e siècle, Nikolai Kareev. Donc, Kareev choisit de contester la conception fataliste de l'histoire qui transparaît dans Guerre et paix et qui débouche, je cite un essai de Kareev de 1888, sur une négation du rôle de l'individu et de l'initiative individuelle dans l'histoire. Pour Kareev, le défaut de la pensée historiosophique de Tolstoï réside dans une mécompréhension du principe de causalité qui ignore à la fois l'importance de la liberté humaine et celle du hasard. À l'intérieur de ses propres travaux d'historiosophie, nombreux, Kareev insiste sur l'hétérogénéité de ce processus qui lui permet finalement, donc de idée d'hétérogénéité, qui lui permet de concilier trois choses: la liberté des agents, l'imprévisibilité des faits et néanmoins la légalité du déterminisme historique. Donc, je cite un passage que j'aime beaucoup de son historiologie. Tout comme le monde naturel, le monde historique est gouverné par une stricte nécessité qui consiste dans le règne d'une causalité légale. Il n'y a rien dans l'histoire qui ne se produise sans cause, et tout y est subordonné à l'action de certaines lois. Il n'y a pas de hasard absolu, ni de liberté absolue, mais tout le processus historique est rempli de hasard relatif et de liberté relative. Il y a du hasard quand se produit la rencontre de deux séries causales au minimum, et il y a de la liberté quand le moment apparaît comme la conséquence d'une cause qui ne dépend pas du processus historique en tant que tel. Ce hasard et cette liberté ne peuvent exister que sur la base et dans les limites d'une nécessité qui ne s'identifie pas à un fatalisme univoque, mais plutôt à un déterminisme pluriel. Alors, Nikolai Kareev reprend ici à son compte la thèse du mathématicien français Augustin Cournot. C'est Augustin Cournot au XIXe siècle qui définit le hasard comme la rencontre de deux séries causales indépendantes. Une définition, à mon avis, assez lumineuse pour quelqu'un qui commence à réfléchir au hasard sans forcément avoir une idée de comment appréhender cette abstraction. Donc, pour Kareev, le propre de l'individu libre consiste précisément à initier de nouvelles séries causales. En ce sens, la liberté humaine ne procède pas du processus historique en tant que tel, mais parvient néanmoins à le renouveler. Sa sensibilité libérale oppose Kareev aux disciples de Marx, qui lui sont aux premiers historiens marxistes qui lui sont contemporains, en lui faisant considérer l'individu aux prises avec des circonstances aléatoires comme l'atome fondamental de toute analyse historique. Alors, je m'approche de ma conclusion. Hein. Je voudrais dès à présent résumer mon propos et indiquer ses prolongements. Donc, dans la Russie du XIXe siècle, tel que je l'ai arpenté cavalièrement, une nouvelle divinité semble présider aux destinées à la fois collectives et individuelles. Chez Pouchkine, ce dieu inventeur présente ce dieu inventeur présente tour à tour des traits séduisants et inquiétants. C'est lui qui personnifie le lien causal censé agencer la chaîne des faits. Les interprétations fatalistes du hasard
se retrouve à différents niveaux de la culture. La Dame de Pique, en 1834, en a proposé un des principaux paradigmes mythologiques, tout de suite réinvesti dans d'autres formes d'art. J'ai parlé de l'adaptation de Tchaïkovski, qui a quand même plus de 50 ans, qui précède de 50 ans, et voire plus, la mise en scène, l'adaptation opératique de Tchaïkovski. Donc, et ce paradigme mythologique a aussi été réactualisé par d'autres écrivains, à commencer par Lermontov et bien sûr par Dostoïevski. Chez ces écrivains, les jeux de hasard permettent de modéliser, je reprends ce verbe à Lottmann, modéliser, donc modéliser des rapports souvent conflictuels, susceptibles de s'instaurer entre un individu et une causalité extérieure. Toutes ces pratiques ludiques, auxquelles j'associe moi-même dans ma recherche les rituels divinatoires, mettent en circulation, dans un espace sémiotique relativement clos, différentes interprétations du hasard. Autour de celui-ci, tentent également de se définir les frontières d'une identité nationale ambiguë, parce que en conflit avec le cadre politique impérial. Donc, cette identité nationale ambiguë, partagée entre un prétendu scepticisme occidental et une tendance orientale au fatalisme. Contre le providentialisme déguisé de certains historiens, mais aussi contre les différentes téléologies historiques d'inspiration hegelienne, la sensibilité philosophique de Herzen, celle de Nikolai Kareev, insiste sur l'importance de la causalité aléatoire qu'elle situe dans le cadre d'un processus historique renouvelé par l'initiative individuelle. À mon sens, tel que je l'appréhende très schématiquement, le XXe siècle ne balaie pas ces considérations. En calcifiant le matérialisme historique de Marx et Engels, le stalinisme est assurément parvenu à imposer une explication que revient à un mathématicien soviétique, Andrei Kolmogorov, de poser des jalons importants dans l'histoire intellectuelle du hasard en proposant une première axiomatisation de la théorie des probabilités. L'histoire des pensées du hasard en Russie ne s'arrête pas là. Sensible à l'éloge pouchkinien du dieu inventeur, Yuri Lottmann a choisi lui-même de mettre l'imprévisible, непредсказуемость, au cœur de ses derniers travaux qui sont consacrés à la logique de l'innovation dans le système dynamique de la culture. Inspiré par la critique du déterminisme développée par le chimiste belge d'origine russe Ilya Prigogine, Lottmann s'empare de l'analyse des bifurcations de Prigogine, donc ce que Prigogine appelle les bifurcations, dans le domaine de la thermodynamique. Et ces bifurcations, qui désignent des trajectoires moléculaires au départ, lui permettent de construire une théorie de l'explosion culturelle, Kulturvzryv, qui considère la nouveauté. Et là aussi, on sent l'influence de toute une pensée du hasard du 19e. Donc, cette théorie de l'explosion culturelle considère la nouveauté, je cite, comme la rencontre de deux systèmes sémiotiques, plus ou moins dépendants l'un de l'autre. Donc, cette approche du hasard comme explosion au sein de la culture distingue, in fine, pour Lottmann, la tâche du sémioticien de celle de l'historien. Chaque événement étant, pour Lottmann, je cite la culture et l'explosion, entouré de tout un nuage d'événements non réalisés, fin de citation, au sémioticien, à rebours de tout fatalisme historique, de méditer sur les routes imprévisibles et perdues de l'histoire culturelle pour y ressourcer nos propres capacités d'invention. Je verrai pour ma part un dernier prolongement possible à ce travail de recherche qui, donc, vous l'aurez compris, a pris jusqu'ici essentiellement la forme d'une synthèse de travaux déjà existants et d'une présentation en fait destinée à des lecteurs pas du tout familiers de l'histoire littéraire russe. Donc, pour moi, par rapport à mes thèmes de recherche initiaux, et notamment à mon travail sur Dostoïevski, il s'agirait d'opposer cette pensée du hasard à l'essor de ce qu'on pourrait appeler un imaginaire conspiratoire, à une démonologie politique et littéraire qui s'épanouit dès les années 1870 en Russie avec le roman antinihiliste, pour traverser l'époque soviétique et prendre une ampleur inédite, comme vous le savez tous, au XXIe siècle,
avec la prolifération des théories du complot. Je pense, par exemple, que la fictionnalisation des incendies pétersbourgeois du printemps 1862 dans un roman comme Les Démons, qui est actuellement inscrit au programme de l'agrégation, mais aussi dans les romans antinihilistes de Всеволод Krestovsky ou de Boleslav Markievich, illustre tout à fait ces distorsions de la causalité que suscite l'imaginaire conspiratoire. La mise en intrigue conspirationniste des épidémies de choléra dans la Russie des années 1860-1870 résonne aussi particulièrement avec cette problématique et bien sûr avec notre affreuse actualité politique et sanitaire. Pour moi, le schème intellectuel du complot, que j'ai commencé donc à étudier dans mes travaux sur les sociétés secrètes, donc le schème intellectuel du complot prend souvent les allures d'une conspiration mondiale, internationale, pensons au complot judéo-maçonnique, qui s'oppose donc à ce cadre épistémique de la nation. Et son pouvoir réside, là aussi, donc dans une réduction intentionnaliste du principe de causalité. Tous les faits sont ramenés à des intentions malfaisantes liées entre elles. En somme, cet effort de totalisation interprétative de la causalité qu'est la conspiration désigne l'imaginaire du complot, l'imaginaire conspiratoire, comme une manifestation spécifiquement moderne de l'anti-hasard. Et je terminais ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît? Oui, j'arrête. Merci. Comme ça, on va pouvoir se retrouver tous sur un écran plus grand. C'est là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet exposé extrêmement riche et qui s'appuie sur des sources très nombreuses et notamment un corpus tout à fait intéressant et moins classique qu'il peut apparaître au premier égard. Vous avez cité toutes sortes de romans antinihilistes, vous avez cité des mathématiciens. Tout ça est extrêmement productif et extrêmement prometteur. Je vous remercie beaucoup et donc je cède très volontiers la parole aux participants pour peut-être poser des questions, demander des éclaircissements ou apporter peut-être des éclairages complémentaires à notre intervenant aujourd'hui. Donc, chers étudiants, chers collègues, chers amis, est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question ou est-ce que quelqu'un souhaiterait peut-être développer un aspect? Alors, il faut que vous parliez parce que comme nous sommes très nombreux, eh bien, je ne peux pas voir tout le monde sur mon écran. Rodolphe, est-ce que je peux… Oui, alors je reconnais cette voix. C'est Laetitia. Volontiers, Oui. Laetitia. Oui, bonsoir, merci Nicolas, c'était passionnant. Notamment, moi j'ai beaucoup apprécié en plus le développement de ta pensée par rapport à l'exposé il y a 2 semaines. Je voudrais, si c'est possible, profiter de ton expertise sur Dostoïevski pour te demander des précisions justement sur la pensée du hasard chez Dostoïevski, le rapport avec le jeu, puisque ça fait quand même partie des choses les plus, en tout cas pour moi, les plus problématiques à comprendre dans la personnalité de Dostoïevski, cette fascination qu'il a pour le jeu et la manière qu'il a de toujours espérer, en fait. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur le sujet? À vrai dire, non, je me sentirais pas tout à fait capable parce que il y a comment dire, c'est un des grands thèmes de la critique de Dostoïevski qui a été beaucoup étudié aussi par toutes les perspectives un peu cliniques. Et je pense notamment
Je pense évidemment à l'article de Freud sur Dostoïevski et le parricide. Moi, j'ai travaillé ces dernières années comme assistante de Julia Kristeva pour son dernier ouvrage sur Dostoïevski, et elle-même, voilà, enfin, elle participe de ce mouvement de cette lecture clinique, qu'elle soit psychanalytique ou psychiatrique, de Dostoïevski, qui fait du jeu un symptôme, une addiction, etc. Mais Kristeva, elle relie ça quand même à un rapport au sacré, parce qu'elle s'intéresse aussi beaucoup. C'est pas seulement une psy, c'est une philosophe du sacré. C'est vrai que moi, dans ma lecture du joueur, qui est en fait pas du tout qui n'est pas du tout un texte sur lequel j'ai beaucoup écrit. Je n'ai pas du tout écrit sur le joueur. Je n'ai pas du tout travaillé sur le joueur. Moi, dans ma lecture du joueur, ce qui domine quand même, c'est cette affinité qu'exprime très bien Luttmann dans son article sur le jeu de cartes, sur le thème du jeu dans la littérature russe. C'est cette affinité du miracle et du hasard, c'est-à-dire vraiment et de la roulette. C'est comme s'il y avait un cadre qui permettait de faire advenir le miracle et de mettre à l'épreuve la foi du personnage. Après, il y a aussi toute cette lecture à laquelle je m'intéresse actuellement. J'ai fait référence à ce livre de Guido Carpi, qui a été traduit en russe, que moi je lis en russe aux éditions du Phalanstère. Je ne sais pas si ça a été édité en italien, mais c'est des travaux. Oui. Oui. Voilà, c'est toute sa réflexion. C'est une réflexion sociologique matérialiste, en fait, qui replace marxiste, oui, c'est ça, qui replace cette réflexion sur le jeu aussi dans une pensée de l'économie et une critique du libéralisme, une critique du libéralisme tel qu'il a l'air en position un peu de force à la fin des années 1850 pour après régresser plus tard. Enfin, et ça, moi, je maîtrise pas trop, mais je trouve ça très stimulant comme recherche. Oui, merci. Je te posais la question aussi parce que il me semblait que dans la biographie, tu sais, de Dostoïevski par Joseph Frank, le biographe justement expliquait que Dostoïevski cherchait toujours à se refaire, évidemment, à la roulette, à Baden-Baden et autres, en espérant en fait maîtriser ses propres pulsions et les soumettre à la raison, c'est-à-dire devenir un être purement rationnel pour justement arriver à maîtriser la pulsion et à maîtriser le hasard, à maîtriser oui, c'est ça, à maîtriser le hasard. Et à chaque fois, évidemment, il revient penaud chez sa femme en reconnaissant qu'il a encore échoué. Oui, ce qui serait tout à fait le modèle de Hermann dans La Dame de Pique, comme modèle de comportement. Merci Laetitia. D'autres questions, d'autres remarques relatives à l'exposé de Nicolas Aude? Chers collègues? Non, j'entends rien. Bon, je vais peut-être moi poser une petite question en attendant, et puis peut-être que ça permettra, je ne sais pas, à d'autres d'ajouter, de compléter. Donc, merci encore une fois, Nicolas. Comment est-ce qu'on pourrait… quels sont les liens entre ce paradigme donc, du hasard que vous avez tout à fait brillamment présenté et celui de l'imposture? Parce que vous expliquiez à la fin en parlant de Tolstoï à propos de Guerre et paix et de Napoléon que Tolstoï critiquait l'approche historique qui supposait une agentivité des personnages historiques qui serait réduite à néant. Que peut-on dire sur les imposteurs qui
semble donc recevoir un rôle politique à un moment historique, mais en réalité qui semble le recevoir à la faveur du pur hasard. Et je pensais à ça parce que vous avez parlé d'un certain nombre de pièces, vous avez commencé avec Tchaïkovski, et je me disais dans votre corpus, comment est-ce que pourrait s'inscrire, et j'y ai pensé surtout quand vous avez parlé de la théorie de ce mathématicien dont j'ai oublié le nom, qui définissait le hasard comme la rencontre entre deux séries causatives. C'est ça, si j'ai bien retenu? Oui, Euh, tout à fait. euh, comment s'inscrit dans ce paradigme, par exemple, le révisor? Puisque le révisor, on a l'habitude d'étudier l'œuvre à travers le prisme de la réflexion sur l'imposture, à travers le prisme de la réflexion sur le fantasme, mais c'est aussi une pièce sur le hasard, puisque finalement, cette affaire naît au point de rencontre entre la causalité qui est celle de Chlestakov et la causalité qui est celle des habitants de la ville de Herne. Et je me suis dit, comment est-ce que de ce point de vue-là, on peut essayer de relier ce qu'on pourrait dire dans cette perspective sur Klestakov à la réflexion historique sur Pugatchov, par exemple. Est-ce que, vous avez parlé de Pouchkine plusieurs fois, est-ce que dans l'histoire de Pugatchov, il y a quelque chose sur le hasard? Voilà, comme principe historique. Donc, non plus à un niveau individuel, comme on l'a vu dans tous les textes, romantiques que vous avez cités, mais à un niveau historique. Je reçois toutes vos remarques plutôt comme des suggestions de pistes auxquelles je n'aurai pas de réponse immédiate parce que j'aurais envie de commencer par une recherche lexicologique, recherche lexicale dans l'histoire de Pugatchov, de Pouchkine. Je pense néanmoins qu'aujourd'hui, avec la facilité de ce type de recherche, je serais tombé dessus. Avant cela, je sais qu'il y a un article très intéressant j'ai oublié son... J'ai une référence théorique qui me vient à l'esprit tout de suite d'un chercheur de Saint-Pétersbourg que je connais en plus, qui a travaillé vraiment sur les textes historiques de Pouchkine autour de cette question du hasard. Donc ce serait à explorer. C'est d'autant plus intéressant que moi, ma recherche est souvent dictée par, enfin, la recherche en comparé est parfois un peu dictée par des commandes de collègues qui cherchent des slavistes pour les questions d'agrég. Et on a eu Boris Godunov pendant 2 ans au programme de l'agrégation en comparé de lettres modernes. Mais j'ai pas, avant que vous me le suggériez, j'avais pas envisagé de croiser ces questions. Boris Godunov, c'est justement une autre. C'est un imposteur, on peut considérer que c'est un imposteur, mais c'est quand même une toute autre problématique que celle du hasard, contrairement à Pugatchov. Oui. Ce qui m'interpelle dans ce que vous racontez, vous avez fait référence au début de votre deuxième partie à la pratique russe au XVIIIe siècle du favoritisme. Comme vous le savez, le favori, c'est случайный человек. Donc, l'instrument du hasard semble au XVIIIe siècle être la volonté du souverain, avec ce qu'elle a d'imprévisible. Et le Bog изобретатель au XVIIIe siècle, c'est le souverain qui peut donc tirer de l'obscurité quelqu'un du jour au lendemain, puis le replonger dans l'obscurité en bouleversant complètement, comme vous le disiez, l'ordre social et même l'ordre économique, comme on le voit par exemple dans les comédies de Kniazhnin. Mais comment est-ce qu'on passe de ce случайный человек, ou ce qui me semble, moi, peut-être une piste à explorer, c'est comment on passe au XVIIIe siècle de ce случайный человек qui est une production d'un hasard qui en réalité n'en est pas un, mais d'un souverain providentiel, à ce случайный человек qui est Chlestakov dans Le Révisor et qui, lui, est également, il se retrouve dans une position de pouvoir, il apparaît comme un favori. Et sauf qu'il se retrouve en fait dans cette position par le pur produit de la rencontre de ces deux lignes de causalité dont vous parliez au début de votre deuxième partie. Oui, non, c'est passionnant.
Il me c'est semble passionnant. que je réfléchis à haute voix, hein. Je dis peut-être des choses hasardeuses pour Mhm. le coup, mais il me semble que peut-être vous pourriez un petit peu euh, réfléchir à ça, ou en tout cas, je serais curieux, moi, quand on en Mhm. reparlera, de voir comment on pourrait inclure le révisor, par exemple, dans ce corpus. Oui. Ou en tout cas, la problématique de l'imposteur, mais pas celle que l'on voit pas celle que l'on voit dans Dmitri Samozvanets, quoi. Celle Oui, que l'on oui. voit plutôt dans Pugachev ou dans le révisor. Mhm. Oui, oui, parce que le Dmitri Samosvan, enfin, tel qu'il est perçu par Pouchkine, on ressent aussi quand même toute cette, enfin, c'est c'est la question déjà assez hegelienne de comment est-ce qu'un individu se trouve investi d'une 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 dimension historique parce qu'il porte d'un élan populaire, même si bon, je dis des bêtises parce qu'on sait aussi que le peuple se tait, etc., et que le populaire est problématique dans la pièce. Mais moi, j'ai l'impression, par exemple, que enfin, chez Tolstoï, la critique du grand homme, elle se fait aussi par rapport à cette lecture de l'épopée napoléonienne qui en fait non pas une sorte d'individu potentiellement médiocre aux prises avec le hasard, mais une incarnation de l'esprit, quoi. Donc, je rebondis aussi avec mes propres idées sur ce que vous avez dit, mais je serais très intéressé de manière générale, par une exploration de cette question du favoritisme et de comment est-ce qu'elle réapparaît dans cette satire de l'administration avec la figure de l'imposteur. Bon, merci, merci. Alors, est-ce que nous avons d'autres commentaires, d'autres Oui, questions? Oui, Michel oui, Niqueux, qui nous fait je peux le plaisir de intervenir, se oui. joindre à nous aujourd'hui. Oui, Michel. Bon, je voudrais d'abord dire que cette relecture de la littérature et de la pensée russe à la lumière du hasard est très, très intéressante, très, très stimulante. Vous avez parlé au début, vous avez présenté des antinomies, et notamment celle du providentialisme et du hasard. Mais peut-être n'est-ce pas tant une antinomie que deux conceptions de la vie. Il serait intéressant de faire une typologie des personnages pour qui le hasard n'a pas de sens et on débouche sur une conception de la vie qui est absurde, on débouche sur l'absurde, et les personnages pour qui le hasard est providentiel et qui tirent profit du hasard et qui le font servir tel ou tel but. Mais enfin, ce seraient deux types de personnages, ceux pour qui le hasard n'a pas de sens et tombe sur eux comme une tuile en quelque sorte, et d'autres pour qui le hasard peut être le prétexte à une remise en cause de soi. Enfin, le hasard devient quelque chose de tout à fait positif. Voilà. Et ça permettrait peut-être d'éviter une juxtaposition d'exemples. Vos exemples sont très bien choisis, mais enfin, ils sont un peu juxtaposés. On ne voit pas tellement de lien entre eux. Ainsi, sinon le thème du hasard, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, oui, il y a quelque chose je suis d'accord qu'il y a quelque chose de panoramique qui manque encore de conceptualisation et de problématisation. Je trouve ça très lumineux et très inspirant, cette idée cette manière en fait qui serait, enfin, c'est à la fois une typologie des personnages, mais c'est aussi, si on veut, de tendances interprétatives, quoi, de modalités d'interprétation du hasard c'était vers ça que j'essayais de tendre en réfléchissant, voilà, aussi à cette question des modalités de la personnification ou qu'est-ce que c'est que personnifier le hasard ou au contraire l'envisager plutôt avec des outils, des outils des sciences du raisonnement scientifique ou mathématiques. Je trouverais ça très lumineux.
Et bien sûr, ça pourrait s'étendre à d'autres corpus, hein. Je ne sais pas exactement si c'est une manière de traiter les autres littératures nationales qui a été envisagée dans le volume en question de l'ANR Aléa. Mais merci beaucoup pour votre suggestion. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, Marina. Oui, bonjour Nicolas, merci beaucoup pour votre exposé très passionnant. Ce qui m'a attiré mon attention, c'était ce que vous aviez dit, que les théories du complot, c'est la manifestation de anti-hasard. Donc, est-ce que vous pensez que, comme nous savons, les théories de complot sont plus souvent propres aux théories conservatrices, est-ce que vous pensiez qu'on peut avoir un lien entre le hasard et la pensée conservatrice et libérale? Donc, comme vous avez cité Tchadaev et d'autres penseurs qui ont aussi des marques comment dire, de politique du 19e siècle. Donc, je me suis posé cette question parce que vous avez évoqué des antinomies, par exemple, de la noblesse sceptique et du peuple superstitieux, du fatalisme oriental et scepticisme occidental. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut être en lien avec des courants politiques et philosophiques un peu plus larges? Oui, c'est une question vraiment intéressante parce que il m'a semblé que donc, le hasard avait à voir avec une certaine pensée libérale qui interroge aussi le modèle du jeu pour penser les comportements individuels et les fonctionnements de la société. Mais en même temps, ce modèle libéral qui accorde une place importante au hasard et donc à l'initiative de l'individu, il est opposé au déterminisme marxiste. Et on n'est pas donc dans une antinomie, on est dans autre chose qu'une antinomie progressisme-conservatisme. Quand vous dites, alors, moi je suis au début vraiment quand j'ai soutenu ma thèse il y a 2 ans qui ne portait pas initialement sur ces sujets, hein, et je suis vraiment au début de recherche sur ces questions, mais la question des théories du complot, elle m'intervient avec le petit travail que Rodolphe Baudin a mentionné sur les sociétés secrètes. Il y a aussi quand même dans les théories du complot contemporaines, telles qu'elles ont pu être analysées dans un livre que j'aime beaucoup de Luc Boltanski, qui s'appelle Énigmes et complots. Il y a quand même dans les théories du complot contemporaines une tendance à la pensée critique de gauche, en fait. Il y a une pensée critique de gauche qu'on va vite, qu'on peut taxer que dans le champ, dans l'arène des discours, on accuse de complotisme. Donc là aussi, je ne retrouve pas cette opposition réaction, progressisme à ce niveau-là. Je ne sais pas trop, a priori, comment articuler tout ça. Merci beaucoup. Oui, Catherine Géry. Oui, Nicolas, bonjour à tous. Nicolas, je suis désolée, j'ai assisté uniquement à un quart d'heure, peut-être 20 minutes maximum de ton exposé. Donc, j'espère ne pas faire de contresens sur ce que tu as dit. À un moment, tu as parlé, on va rester sur le conspirationnisme et la théorie du complot, et tu as évoqué la littérature antinihiliste du 19e siècle, des années 1870 essentiellement. Alors, je vais peut-être un petit peu vite, mais il me semble que tu l'as évoqué comme un exemple de littérature conspirationniste, justement. Je ne me trompe pas ou... Oui, c'est ça. Et oui. En fait, par rapport à cette littérature antinihiliste, qui est extrêmement abondante d'ailleurs, hein, tellement plus abondante que la littérature nihiliste qui se réduit à quelques ouvrages qui se comptent sur les doigts,
mais qui a été complètement, comment dire, minorisé, minimisé, même presque effacé d'ailleurs dans l'histoire de la littérature. Moi, je pensais surtout au texte de Nikolai Leskov, bien évidemment, à Niekuna Nanajar. Et il semble ici il ne serait jamais venu à l'idée, au cours de toutes ces années sur lesquelles j'ai travaillé sur l'œuvre de Leskov, de lui attribuer ce qualificatif de conspirationniste, même pour ses 2 premiers livres, ne serait-ce que parce que dans ces livres, toute la structure, toute l'écriture montre au contraire des tas de lignes de causalité qui n'arrêtent pas de se rencontrer. On est dans une sorte d'antidéterminisme total de Leskov. Donc, est-ce qu'on fait une exception pour Leskov? Il me semble que dans les Biefsi de Dostoïevski, c'est aussi un peu la même chose en termes d'écriture et de structure. Et là, le terme un peu totalisant de conspirationnisme, est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus? Oui, alors je vais développer tout en expliquant que c'était vraiment une hypothèse que j'ai formulée et j'ai pas cité Leskov et à couteau tiré parce que justement c'est quelque chose que c'est un texte que j'ai commencé à explorer et je trouve pas cette confirmation de cette hypothèse dans ce texte. Je te rejoins parfaitement. J'ai quand même l'impression que dans les textes de Markevitch qui sont peut-être, qui en tout cas n'ont pas la même place dans le canon et dans l'histoire littéraire, et dans les textes réactionnaires de Krestowski, oui, absolument. Il y a quand même, ne serait-ce qu'autour de la question de l'antisémitisme, du complot polonais, il y a des choses qui rejoignent, à mon avis, beaucoup plus le conspirationnisme. Et dans les démons, il y a chez Dostoïevski et aussi d'ailleurs beaucoup dans la prose journalistique. Et moi, je fais pas les distinctions. D'un côté, il y a l'œuvre littéraire complexe, polyphonique, et de l'autre, la prose journalistique. Il y a quand même une continuité. Il y a il y a une dimension conspiratoire très, très, très forte. Après, il y a une polyphonie dans les démons et ça se croise. Et puis, c'est un faux complot. Enfin, je veux dire, les gens pensent qu'ils font partie d'une grande internationale alors qu'en fait, ils sont peut-être 6, ils sont peut-être que 6, etc. Enfin, il y a toute cette charge. Mais moi, c'est une piste que j'ai quand même bien envie d'explorer. J'ai l'impression qu'il y a des choses à aller voir de ce côté-là. Et d'ailleurs, je réalise, Marina, que vous me faisiez peut-être signe vers le roman anti-nihiliste. Oui, j'ai l'impression qu'on a là un roman dans le spectre politique du champ littéraire, etc., qui se situe du côté de la réaction de Ruski Viesnik et compagnie, mais qui en même temps qui affirme vraiment cette dimension conspiratoire. Je voudrais étudier ça, et peut-être que j'ai tort, et dans ce cas-là, je ne m'avancerai pas plus. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, merci Catherine. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou commentaires? Non. Bon, écoutez, dans ce oui, cas-là… Monsieur Baudin. Oui, Com, excusez-moi, bien sûr, allez-y. Non, pas de souci. J'aurais juste voulu interroger Nicolas Haute sur le fatalisme historique. Vous avez l'air de l'avoir présenté comme un courant de pensée historiographique. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai surinterprété ou pas, mais ça veut dire que, en gros, les individus pensent qu'ils peuvent rien faire puisque l'histoire décide tout à leur place, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de prise sur les événements? Alors oui, il y a il y a dans l'historiographie française du début du 19e siècle un courant qu'on appelle l'école fataliste, et qui notamment développe l'essentiel de cette réflexion. Elle tourne autour de la Révolution, par exemple, de comprendre la causalité des grands changements historiques comme celui de la Révolution. Donc c'est les noms de Minier, Thiers, et j'en ai cité un autre. Moi, ce sont pas des auteurs que je connais très bien. Mais… Non? Nicolas, vous avez cité Guizot aussi. Oui, c'est Guizot. C'est Guizot. Alors bon, c'est paradoxal, au moment où je le dis, ça me gêne un peu parce que, mais en même temps, Guizot, c'est le grand nom du libéralisme français du 19e siècle. Donc mon opposition
hasard libéral, fatalité, fatalisme historique, peut-être qu'avec Guizot, elle est beaucoup plus complexe. Ok. D'accord. Bon. Merci. Je voudrais, Rudolf, poser une question, si possible. C'est un image Elena Stafieva. Ah, ok. Allez-y, Elena. Конечно. Je voudrais revenir à la question de complot. Et ça m'intéresse, vous avez dit, Nicolas, à propos de complot polonais. Qui sont les auteurs qui reviennent à cette idée-là, à complot polonais, s'il vous plaît? Ah ben, je pense que Monsieur Nicke pourrait vous répondre beaucoup mieux que moi parce qu'il connaît. Enfin, moi, je me réfère souvent à ses textes sur Krestowski, mais il me semble que Krestowski, Fyodor Krestowski, après le succès de Pétersbourgskie Truszoby, a quand même une évolution politique qui transparaît nettement dans ses romans et qui, donc vers la droite conservatrice, hein, vers le nationalisme conservateur. Et il y a une forte dimension polonophobe dans des livres comme Le troupeau de Panurge. Polonophobe et antisémite. Oui. Merci. Seulement Krestowski et pas Dostoïevski et pas d'autres auteurs. Ah ben si, chez Dostoïevski, on retrouve beaucoup cette question du... Enfin, ce qui est fascinant avec les théories du complot, c'est à quel point on mélange les jésuites, les maçons, les polonais et les juifs dans un gros complot global. Dostoïevski, il fait ça beaucoup, hein, à la fin de la légende du Grand Inquisiteur, il nous dit que c'est un complot des jésuites et des maçons. Ce genre de choses. Et donc, je pense qu'on peut relier très facilement, enfin, on peut trouver des associations entre la haine du polonais et la haine du juif ou la haine des maçons. Et ce qui est vraiment frappant dans ces questions-là, enfin, autour du complot, c'est que et ça, moi, le livre que je trouve lumineux sur ces questions, c'est le livre de Luc Boltanski, Énigme et complot, que je vous recommande vivement, parce que, enfin, en fait, Énigme et complot, dans Énigme et complot, Boltanski montre que le complot, ça bute contre, c'est tout ce qui bute contre la nation. C'est toujours un complot international, c'est un complot qui est fait par des groupes qui contestent en fait une certaine conception monolithique de la nation. Et donc, je pense que les Polonais, à cette époque, on est précisément dans cette problématique-là, de la diaspora, etc., de l'immigration. Merci. Merci Elena. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'en ai une toute petite. Oui, comme très bien. Alors, c'est sur l'origine de l'expression de la roulette russe. Il y a un moment, ça a coupé quand je vous l'avais dit. Donc, d'accord, l'acception actuelle, j'ai compris, mais avant, ça voulait dire autre chose, et c'était quoi? Non, ça voulait pas dire autre chose avant. C'est une expression qui apparaît les lexicologues russes. Je peux vous envoyer la référence d'un article que j'ai trouvé en ligne, qui est très bien. Identifie la première occurrence dans la presse dans la presse américaine du début du XXe siècle, pardon. Qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce que c'était après? J'ai simplement remarqué que Vulic, quand il joue à la roulette russe, en fait, il ne joue pas vraiment à la roulette russe parce qu'il n'y a pas de roulette. Il n'y a pas de... Il a un pistolet sans barillet. Donc, en fait, il ne fait pas ce jeu de la roulette et la métaphore ne fonctionne pas. Et pour le coup, on n'a pas l'expression lexicalisée roulette russe dans Russkaya roulette dans le texte de Lermontov. D'accord. Donc, c'était plutôt ça le avant-après. D'accord, ok. Oui, Catherine et Oui. Daria ensuite. C'est pas une question, c'est aussi juste c'est une question, mais qui n'est pas pour Nicolas. Elle est plus pour Rodolphe ou peut-être pour Daria. Je vois que vous êtes en train d'enregistrer la séance. Est-ce qu'elle sera mise en ligne? Oui. Oui. Voilà. Daria répond oui.
je pourrais récupérer ce que j'ai manqué. C'est l'objectif. Il y a eu un moment où j'ai pas compris pourquoi mon micro a basculé vers du Bluetooth. Donc, moi, j'ai raté quelques minutes, mais c'est possible que ce n'ait pas eu d'incidence sur l'enregistrement. Mais quoi qu'il en D'accord. soit, oui, je mets en ligne bientôt. Daria, tu voulais dire quelque chose d'ailleurs, non? Oui, enfin, j'ai réussi à trouver une réflexion, mais je pense en réalité, Nicolas, que tu as dû le dire dans ton exposé, mais comme je te dis, ça a coupé à plusieurs moments. Ce que tu as dit sur 1812 et bien sûr donc l'interprétation de l'événement historique et du coup l'histoire aussi, enfin, la notion du hasard dans l'histoire. Est-ce que du coup ça m'a fait penser, moi je me suis dit, moi je travaille plutôt sur le XXe siècle bien sûr et le hasard au XXe siècle, ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit, c'était un poème de Innocentia Agnenski, Pétersbourg, dans lequel il y a ce vers «Сочинил ли нас царский указ, потопить ли нас шведы забыли», où Pétersbourg, la création de Pétersbourg, mais qui évidemment est reliée à cette notion de hasard et à la notion de la providence, les deux à la fois, avec le roi souverain providentiel derrière comme figure de majesté. Et donc, voilà, cette notion qui revient. Et du coup, je me dis, peut-être aussi avec beaucoup d'ironie, hein, et beaucoup de auto-ironie, en tout cas dans ce poème de Agnenski. Est-ce que la réflexion sur le hasard ou sur l'histoire acquiert d'autant plus d'ironie que l'on avance dans les époques et qu'on regarde les époques passées avec plus de recul? Et je me demande, est-ce que, mais encore une fois, tu l'as peut-être déjà dit, et c'est peut-être déjà été fait d'ailleurs, est-ce que d'autres événements historiques d'envergure, on pense bien sûr à la Révolution de 17, ont été abordés justement à travers ce prisme du hasard? Et est-ce que ce ne serait pas intéressant justement de le faire? Je pense que les révolutions en général, et c'est ce qu'on vient de voir avec les historiens français du début 19e qui ont lu Pouchkine, Lermontov, etc. Les révolutions sont quand même le cadre privilégié pour penser et mettre en conflit, mettre en débat différentes conceptions de la causalité historique. Et d'ailleurs, voilà les théories du complot, hein, comment il s'appelle, l'abbé Baruel, pour servir à mémoire du jacobinisme en France, où en fait la révolution, c'est un complot des maçons allemands. Je parle de la Révolution française, hein. C'est le comparatiste et le francisant qui parle. Mais donc j'imagine qu'il doit y avoir une réflexion historiosophique sur la Révolution de 1917. Moi, ce qui m'a ému dans ce travail, je la salue, elle n'est pas là, c'est Victoire Feuillebois qui m'avait tout de suite dirigé vers Lottmann quand je lui ai dit, mais on m'a commandé un travail sur le hasard et c'est trop abstrait, je ne sais pas par où aller. Donc, Victoire avait évidemment de bonnes références bibliographiques. Elle m'a tout de suite indiqué l'article de Lottmann que je n'avais pas encore lu sur le hasard et la dame de pique. Et moi, ce qui m'a ému, c'est de découvrir en fait ces prolongements du hasard et ces prolongements finalement de la pensée du hasard de Pouchkine dans la théorie de Lottmann, du dernier Lottmann, de Kulturny Vzryv, etc. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment les années Yeltsin en fait. Enfin, c'est vraiment on s'interroge sur qu'est-ce que le passé contenait comme possibilité perdue et qu'est-ce qu'on peut revivifier, restaurer cette tradition libérale. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ces textes de Lottmann, donc en lien vraiment avec un XXe siècle qui tire vers le contemporain. Et je trouve que c'est une partie très émouvante de l'œuvre de Lottmann. C'est Lottmann le citoyen, quoi, que j'aperçois dans cette réflexion sur le hasard. Merci beaucoup. En tout cas, ça prouve encore une fois à quel point c'est très très riche et merci beaucoup pour ton exposé passionnant. Merci.
Merci. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions ou commentaires, eh bien, il ne nous reste plus, on finit un petit peu plus tôt, mais ce n'est pas grave. Je pense que tout le monde est devant son écran depuis ce matin, donc on sera content de pouvoir aller enfin se reposer. Merci infiniment, Nicolas. C'était tout à fait intéressant, comme toujours. Et donc, nous aurons bravo, effectivement, comme le montre Catherine. Et donc, à très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir participé. La prochaine séance, pardon, si je ne m'abuse, aura lieu le 26 novembre. Et nous écouterons notre collègue 19e aussi, Mikhail Velechev, de la Vyshchaya Shkola Ekonomiki, qui nous parlera bien, de Tchiadaev, dont vous nous avez parlé aujourd'hui, Nicolas. Merci beaucoup à tous et Merci. à très bientôt. Donc, Daria, tu fermes la boutique, si j'ai bien compris. Je ferme la boutique. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci, Merci, beaucoup, Nicolas. Merci, au revoir. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci.